Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Gnome. Gnome, un des auditeurs réguliers de la cellule. Tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Bon, Qui es-tu, mon petit Gnome ? Alors, moi je suis étudiant en dessin. En dessin à Lyon ? À voilà. École Émile Cole. Émile Cole, c'est ça ? Émile Cole, donc qui est une école qui a été créée il y a un peu moins de 30 ans maintenant. Ouais. Et en fait, en réaction à l'évolution des beaux-arts vers l'art contemporain, et eux ils sont retournés plutôt vers le traditionnel. D'accord. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, tu viens nous parler de l'univers. Tu te posais des questions. Tu avais envie de poser des questions au garage, en fait. Et c'est exactement l'idée, en fait, que Thomas avait derrière ce concept d'émission sur l'univers. Comment bien l'écrire pour les joueurs et pour le meneur. Et puis avec nous pour parler de ce thème, on a également Chatarian qui nous fait l'honneur de sa présence. Ça me fait plaisir. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast. On te voit de temps en temps sur Silent Drift. Tu postes timidement. Oui, je suis plutôt discret. Ça fait qu'un an que je suis ancien. Ça fait plaisir de te voir ramener ta fraise sur le podcast de la cellule, c'est nickel. Et oui. On est également avec Soul Clone. Alors Soul Clone, c'est pareil. On te présente plus sur Silent Drift. T'es une sommité maintenant. Tu seras bientôt un des plus grands posters. Non, quand même. Disons que je commence un peu à faire mon trou sur le forum. Donc ouais, c'est Soul Clone sur Silent Drift. Sinon, c'est Laurent. Donc moi aussi je suis lyonnais et moi j'étudie pas le dessin animé, enfin Émile Cole c'est du dessin animé à la base mais bon, et je suis étudiant en cinéma ici à Lyon. D'accord, ok. Ouais, donc c'est bien là, on a des étudiants, voilà. Des petits jeunes et puis des vétérans, des vieux routards. Lionel Jeanneret est avec nous, auteur de romance érotique, même s'il n'aime pas qu'on le dise. Ah non, j'assume tout à fait mes créations. J'évise juste que parle bien Google, dans la mousse. T'as l'habitude en plus de parler dans la mousse. Oui, toi. c'est vrai. Ah. Donc oui, j'assume complètement mes créations. Par contre, moi, par rapport à Silent Drift, je suis le grand traître qui a créé. The traitor. Ouais, voilà. Mais il est passé du côté obscur. J'ai participé aussi à d'autres jeux comme Billet Rouge dont j'ai coordonné la création et puis auquel j'ai participé en grande partie. Ouais. J'ai aussi organisé il y a de cela quelques années des murs en herbe. Ouais. Donc des univers, j'en ai lu, j'en ai relu et c'est clair. T'as une bonne expérience là-dedans. T'as été. Je pense qu'on a toujours à apprendre et puis. Justement, on va pouvoir se poser toutes ces questions ensemble, voir un petit peu quelles ont été les solutions que chacun d'entre nous on a trouvé pour essayer de faire le meilleur univers, le plus proche des joueurs et du meneur possible, le plus accessible. Alors toi par exemple, mon cher Gnome, en tant que lecteur de jeux de rôle, quelles seraient les premières choses que tu aimerais voir ? Est-ce qu'il faut par exemple que l'univers soit bien écrit ? Est-ce que c'est une des contraintes pour un auteur d'avoir une espèce de contrainte, une exigence littéraire, si j'ose dire ? Bah oui, parce que effectivement le jeu de rôle, j'y ai joué évidemment, mais j'ai pas trop continué. Donc du coup, effectivement, les univers imaginaires, c'est essentiellement par le cinéma, la BD et la littérature, évidemment. D'accord. Donc oui, et il y a une exigence littéraire requise. Tout le monde s'improvise pas auteur de jeu de rôle. Est-ce qu'un univers a besoin d'être bien écrit au sens littéraire du terme ? Je pense bien écrit, ça veut dire que ça va être évocateur, donc forcément oui, enfin évidemment. Ce clone. Bon, on n'a pas tous les mêmes qualités littéraires, mais je pense qu'une des forces du jeu de rôle, c'est que en travaillant bien, tout le monde peut devenir auteur en fait. Ouais. Évidemment, c'est mieux de se faire aider par des gens comme le forum Silent Drift par exemple. Ouais. Mais et c'est mieux les jeux qui sont bien écrits. Comme par exemple, moi j'ai eu la dernière claque que j'ai eue, c'est Monostatos. En le lisant, j'ai pas pu décrocher une seule seconde. Ouais. Donc voilà quoi. Monostatos, c'est très poétique dans la manière d'écrire, mais cela dit, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est pas de la poésie. C'est là où est le génie de Fabien. Ouais. Là où est vraiment le talent de Fabien, c'est ça, c'est que c'est très bien écrit, c'est littéraire et en même temps c'est extrêmement clair pour le lecteur. En général, un jeu de rôle c'est soit l'un soit l'autre. Alors quand je pense à cette problématique-là, je pense notamment au jeu qui s'inspire de l'univers de Mathieu Gaborit, sorti récemment, Lionel et moi, la Chronique des Féales, voilà, qui a fait un petit peu débat à ce sujet au niveau des textes, parce que ils sont très fouillés, ils sont très bien écrits, mais beaucoup de reproches auront été faits au niveau de l'accessibilité. Alors toi, Lionel, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je l'ai lu, donc je peux en parler. Moi, je crois que le problème, il vient pas de la qualité d'écriture, c'est très bien écrit. C'est juste que l'univers en lui-même est très exotique.
Alors ensuite, c'est plus facile de parler d'un univers qui est évocateur pour tout le monde. Ils ont, et c'est leur parti pris sur ce jeu, chercher à, en fait, un univers justement qui se voulait exotique pour faire une expérience de jeu unique. Ouais. Un truc qui change un peu des classiques, quoi. Non, ils se sont fait plaisir en créant un univers fouillé, cohérent, mais extrêmement bizarre au tout commun. Ouais. Voilà. Je pense que l'exercice en lui-même ils se sont compliqués la tâche, mais dans le sens où c'était ce qu'ils voulaient. D'accord. Et puis, donc c'est un choix esthétique. Du coup, et alors du point de vue de l'accessibilité, toi ça ne t'a pas posé de problème Non, j'ai lu ça comme un jeu de rôle normal, sauf que lorsqu'on essaye de s'imaginer un univers, on se rattache à des choses qu'on connaît, des cultures peut-être qui existent sur Terre ou autres. Ça c'est très intéressant ce dont tu parles, Lionel. Et puis là, en fait, on a des cultures dans le monde des Chroniques des Féales, sur le monde, qui sont extrêmement bizarroïdes, enfin, dans le sens où moi je l'entends, c'est-à-dire par rapport à mon propre imaginaire. Alors ça, tu voulais prendre la parole? J'allais dire en fait, j'ai pas lu le livre, mais si tu veux te rendre la parole, tu lèves la main du coup. J'allais dire, c'est probablement aussi, ça fait partie du contrat un peu de choisir de changer du pseudo Tolkien à la Donjons et Dragons. Ouais. Et effectivement, on peut avoir envie de changer d'univers, et à ce niveau-là, avoir des jeux un peu exotiques, ça peut. Du coup, ces gens, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite, parce qu'ils se sont pas dit, notre jeu, personne pourra le lire, tout ça. Non, ils ont fait leur jeu comme ils voulaient, avec l'univers qu'ils voulaient en tout cas. Ouais. Et du coup, ils ont pas pensé à la version commerciale au final de leur jeu, et ça, c'est une très bonne démarche en tout cas. Donc en fait, alors ce que tu veux dire, Soulclone, c'est que finalement, ils n'ont pas trop réfléchi à l'accessibilité. Ils ont fait ce qu'ils avaient avant tout posé la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Exactement. Voilà. Et ça, pour toi, c'est une bonne démarche déjà à avoir vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de la description. Parce que je vous rappelle que le Garage, c'est une émission qui veut donner des idées aux jeunes créateurs. Donc un jeune créateur, tu dirais, on s'en fout de l'accessibilité, fais avant tout ce que tu as envie d'écrire, ce que tu as envie de faire. Ok. Ah, évidemment. Tu vois, déjà, premier élément de réponse. Lionel, j'aimerais rebondir. Par rapport au Féal. Donc effectivement, ils se sont fait plaisir. Voilà, et puis c'est aussi comme ça le résultat. Ouais. Moi, je ne vais pas le masteriser parce que justement trop exotique à mes yeux. Mais par contre, j'ai adoré y jouer. Le système, il est réfléchi pour l'univers, pour ce qu'il propose de jouer. Et moi, j'ai eu une expérience de jeu sur les Chroniques des Féales vraiment, vraiment agréable. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a un espèce de curseur entre ce qu'on a envie de faire et l'accessibilité. Toi, tu dis clairement, Soulclone, il faut privilégier d'abord l'écriture qui nous plaît. Ouais, carrément. Alors après, il y a deux choses à distinguer, c'est l'accessibilité de l'univers en lui-même, s'il est exotique ou s'il ressemble à quelque chose qu'on connaît, et la façon dont on le présente et on l'amène au lecteur. Alors ça, c'est une marotte dans le milieu du jeu de rôle. On cherche très souvent à faire l'univers le plus original possible. Et à mon avis, c'est un mauvais point de départ. Je pense qu'on s'en fiche complètement de l'originalité de l'univers. Ce qui compte, c'est la façon dont on va le traiter après avec son système. Ça, c'est le premier point que j'avais envie de dire. Je te donne la parole après sur le clone. Je finis juste un point. Parce que quand quand Lionel a parlé d'accessibilité, ça m'a fait penser à un jeu, je sais pas si tu connais, Lionel, c'est Mechanical Dream. Oui. Non, je ne connais pas. Alors, c'est un jeu dans lequel ils ont fait le pari d'une originalité à tout prix, à tel point qu'ils ont changé des calendriers, changé l'univers, changé toute la végétation, changé toute la faune, toute la flore, et le jeu est proprement inaccessible. Alors je sais pas ce que tu en as pensé, Soulclone, mais pour moi c'est tellement original qu'on ne peut même plus y avoir accès en tant que lecteur. Donc là on est dans un cas tout à fait extrême, tu vois ce que je veux dire? Soulclone. Justement, les gens qui avaient fait Mechanical Dream, avant ils avaient fait un jeu qui s'appelait Tribe 8. Attention à ton micro. Ouais. Les gens qui avaient fait ce jeu, ils avaient fait un jeu avant qui s'appelait Tribe 8 qui était très bizarre aussi. Ouais. Une espèce de post-apocalyptique dark bizarroïde. Ouais. Et avec des créatures absolument étranges, pire que Cthulhu. Sauf qu'en fait, ce jeu a très bien marché et moi je trouve que ça prouve que c'est pas l'originalité de l'univers qui fait qu'un jeu soit accessible ou pas, c'est le propos. D'accord. Parce qu'il y a des jeux qui ont des univers très faciles à aborder mais des propos un peu moins universels, on va dire.
Et là, par contre, parce que dans Tribet, au final, on joue quand même des héros qui sauvent le monde et qui sont rejetés qui sont un peu des rebelles. D'accord. Donc au final, ça c'est facile à aborder pour un rôliste. L'univers est accessible, mais non, l'univers n'est pas forcément accessible. D'accord. L'univers est très bizarre. D'accord. Mais le propos est accessible. D'accord. Et du coup, ça fait que le fait que le propos soit accessible fait que l'univers va être accessible également, c'est ça que tu veux dire ? Du coup, ça a été un succès ce jeu. D'accord. Donc le conseil que tu donnerais aux créateurs de jeux, ce serait avant de réfléchir à l'univers, réfléchissez aux propos que vous allez défendre avec. Alors ça sera l'objet de notre deuxième partie dans ce podcast. Oui. On y reviendra avec toi après. Du point de vue de l'écriture, de l'ordre d'exposition de l'univers, est-ce que vous avez des idées ? Par où est-ce que vous commenceriez ? Je vous prends un exemple. Mathieu Gaborit, qu'on a eu l'occasion d'interviewer sur le podcast de la cellule dans la saison je ne sais plus quoi, nous disait un truc très intéressant, en dehors du podcast. Il nous disait, moi, lorsque je commence à écrire un univers, je pars d'abord du petit, c'est-à-dire du bar, de la taverne, de monsieur machin qui vit dans sa maison, pour ensuite élargir à la ville, puis au pays, puis au continent, puis au monde. Alors qu'il me disait, toi, Romaric, dans ce sens, tu as fait la démarche inverse. Tu es parti d'abord de toute la structure métaphysique de l'univers, et puis tu vas au petit. Alors, Lionel, tu as une idée ? Qu'est-ce que tu choisirais, toi, comme démarche ? Là, si ça a un sens. Oui, non, mais ça a un sens. Je crois que Mathieu Gaborit a sa technique, chacun a la sienne. Ouais. Maintenant, on parle de jeu de rôle. Et je crois que avant tout, avant de créer l'univers, je crois déjà, faut savoir ce qu'on veut faire jouer, et ensuite l'univers. En fait, faut pas partir d'une. Enfin, c'est pas un roman comme Mathieu Gaborit. Il est romancier avant tout, hein. Oui. Et puis il a cette manière d'écrire très particulière. Qui lui est propre, justement, où on ressent dans Agone de Rocheronde ou dans d'autres de ses œuvres, où il est parti d'un lieu, etc. Et que l'expansion de l'univers, sa cohérence prend du sens au fil des pages, etc. Moi, je crois que dans un jeu de rôle, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut jouer avant de savoir, est-ce que j'aimerais qu'il y ait des monstres bizarroïdes ou j'en sais rien. Si ce qu'on veut jouer... On se dit, voilà, moi j'aimerais faire des combats vivre des combats avec des compagnons pour combattre des créatures dont on sait rien bizarroïdes. Alors à ce moment-là, il faudra développer cet aspect monstre bizarroïde. Voilà. Donc je crois que et la plupart des auteurs de jeux de rôle que je connais, je le constate aussi. Quand j'étais juge pour les Démiurges en herbe, c'est que les jeux les mieux réussis, c'était les univers où clairement on sentait que la personne n'a pas commencé par l'univers. D'accord. C'est qu'elle a d'abord réfléchi à qu'est-ce qu'on va jouer et puis comment on va avoir du plaisir ensemble autour de la table. Ça c'est très intéressant parce que c'est souvent la démarche inverse des rôlistes. Excuse-moi. Hein. C'est souvent quand moi quand j'étais jeune créateur de jeux, Lionel, j'ai commencé par d'abord créer un univers. Oui, non, tu vois, c'est un truc qu'on peut. Et je suis sûr que quand Gnome a proposé son sujet, il avait lui aussi commencé à réfléchir à son univers avant de réfléchir à son système. Oui ou non, Gnome ? Tu veux dire pour l'idée de jeu un peu vague que j'avais Alors, moi, je veux que tu nous en parles. On va peut-être passer à Soutlone et après on te passe la parole sur ce sujet. Un petit truc pour des murs en herbe. C'est encore plus vicié parce que le thème, c'est un mot, quelque chose, ou un thème, et du coup. D'instinct, on va plutôt s'imaginer un univers avec ce mot et ce thème. Ça va être très dur d'imaginer un système. Bon, là, il y avait Bulle cette année. Avec Bulle, il y en a qui ont réussi à faire des systèmes sous forme de BD, sous forme de choses comme ça. Ça, c'est très bien, mais c'est quand même difficile. Moi, par exemple, j'avoue, pourtant, c'est pas ce que j'essaie d'éviter de faire d'habitude, mais avec Bulle, je suis parti de l'univers d'abord. D'accord. Mais le système est venu tout de suite. C'était en même temps. Mais les Démiurges en herbe est un concours. Il est aussi amusant de le faire. Justement, participer, c'est déjà amusant en soi. C'est vrai. Moi, j'ai fait mon premier jeu de rôle entier au Démiurges en herbe. Je m'étais fait. Ça met des coups de pied au cul. Voilà, et puis c'est amusant. Et puis ça apprend. Et puis on se rend compte. Puis ensuite, pour c'est un apprentissage. C'est comme l'écriture, c'est comme le dessin. Les gens ils dessinent pas comme des dieux à la naissance. Mais si, Gnome il dessine comme un dieu. Non, je confirme que non. On a tous fait le ciel en haut avec des nuages. Des nuages moutons et.
voilà, j'entends. Il est fort ce Lionel. On part d'un sujet sur l'univers et puis on atterrit sur les dessins qu'on faisait enfant, hein. Oui, tout à fait. Mais magnifique. tu vois, mon premier jeu c'était Animaland, c'était un jeu de rôle pour les enfants. Exact. Très bien. Et on vient de jouer à Prosopopée, il faut le dire. Donc on reste dans l'onirisme là. Alors Gnome, ton projet de jeu de rôle, c'est très important pour le garage d'avoir des exemples concrets, des questions concrètes que tu peux nous poser. Alors, en fait, moi, le truc, c'est que je suis dessinateur et j'aime énormément les univers fantastiques. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, ce serait intéressant de faire un jeu qui, il y a deux aspects. D'une part, qui permettent aux joueurs de créer leur univers sur mesure plutôt que de chercher le jeu qui leur convient ou de créer un jeu complet. D'accord. Donc un jeu qui soit partiellement, en tout cas, un outil de création d'univers. D'accord, ouais. Et d'autre part, en constatant que souvent les histoires de fantasy s'étaient centrées sur des univers qui avaient un long vécu avec des objets antiques, des vieilles citadelles, ce genre de choses, et que ce serait intéressant un jeu qui aborde sous l'angle où on interprète les gens qui ont créé cet univers d'une certaine façon, qui l'ont sculpté par leurs actions. Donc ce que tu voulais, c'était Prosopopée, ça. Et il vient d'y jouer avec moi. À mon avis, il n'avait pas choisi ce jeu pour rien. C'est-à-dire qu'on part finalement d'un univers assez neutre, j'ai envie de dire. J'emploie volontairement un vocabulaire assez le plus terne possible, le plus moins emprunté possible. Un univers assez neutre, et puis finalement, c'est les joueurs qui vont, par leurs apports créatifs, faire évoluer l'univers et le rendre de plus en plus riche, j'ai envie de dire. C'est ça que tu veux faire. Donc on partirait d'un univers extrêmement stéréotypé, peut-être de l'Antiquité, peut-être du Moyen-Âge, pourquoi pas de l'époque moderne, ça pourrait donner quelque chose un petit peu dans l'esprit de Shadowrun par exemple. D'accord. Je trouve le principe de base de Shadowrun assez intéressant. Donc, en fait, du coup, toi, c'est pas ton univers que t'as, c'est presque ton système là. Ouais, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans le cas que nous cite Gnome, on est exactement dans le cas d'un mec qui a déjà un propos en fait. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que, je pense que ton propos, lorsque tu crées ce jeu, c'est de te dire l'univers est ce que vous en ferez. D'accord ? La liberté au centre du truc. Chatarian, tu voulais réagir ? Justement, en fait, le plus intéressant quand on crée un jeu de rôle, c'est quand on va vouloir s'attaquer à l'univers, c'est qu'on va toujours vouloir faire de l'accumulation. On va avoir plein d'idées et on va vouloir coucher ça dans un univers. D'accord. Le fait est beaucoup de les grands jeux de rôle comme Donjons & Dragons ont souvent un univers qui est immense, qu'on n'explorera jamais entièrement. Et généralement, pour bien utiliser un univers, comme souvent dans Billet Rouge où on joue dans un univers très restreint qui est l'Édimbourg, ou dans Wasteland qui concerne quelques régions du monde, on se rend compte que l'univers est vraiment au service du concept. Et donc il n'y a pas cet petit côté de trucs rajoutés qui viennent s'empiler d'une manière un peu étrange. Juste sous le clone et après je te donne la parole Lionel. Sous le clone. Sens alors c'est un contre-exemple de ce que tu viens de dire. Parce que dans ce sens l'univers est très grand et pourtant il sert toujours le propos. Oui, mais dans ce sens, je viens de dire quand même qu'il y a 6 parties et que dans les 6 parties, l'univers est quand même très différent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est une planète à chaque fois presque. Ouais, donc c'est quand même pas super restreint une planète. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Même s'il y a une esthétique globale, donc peut-être que le fait qu'il y ait une esthétique, je pense que toi c'est ce que tu veux dire. Comme il y a une esthétique globale par exemple dans la Terre, dans Sens Renaissance. Ouais. Du coup, toi tu dis pas c'est un univers gigantesque d'Heroic Fantasy où chaque ville est différente. Bah non, tu dis l'univers il y a une ville différente, c'est la ville de la Rébellion et tout le reste c'est pareil en fait. Et du coup peut-être que pour toi c'est restreint alors qu'en fait c'est un grand univers. Par contre pour moi, on en reparlera peut-être après quand on abordera la deuxième partie. Lionel, tu voulais réagir à j'aimerais réagir par rapport à quand il a dit des petits univers restreints, etc. Moi, j'aimerais aussi défendre les grands univers. C'est que on peut aussi avoir un univers très vaste et puis finalement cet univers vaste va servir le propos aussi. Typiquement, on a là parlé notamment des univers en lien avec Donjons et Dragons ou autres. En fait, il faut des lieux à piller. Et puis finalement, ces univers très vastes, en fait, se sont construits pas juste pour faire des univers, mais pour des lieux, pour avoir des endroits où aller piller des donjons. Parce que c'est du pillage, il faut pas dire ça. Même si on est les gentils et puis que les autres sont les méchants, c'est du pillage. Donc voilà, il y a
y a ce souci de créer une campagne. C'est-à-dire typiquement dans la création de campagne, on en parle peu là sur ce podcast, mais en fait finalement une campagne, quand on a une idée de campagne, on a un concept, on a un concept, j'aimerais faire jouer ça. Et puis pour ça, on va créer l'univers qui va nous permettre d'avoir la meilleure campagne possible. Après, il n'y a pas seulement la question de l'ampleur de l'univers. En fait, c'est surtout, je pense, une question de cohérence. Un univers qui part d'une idée simple et forte, il pourrait être aussi grand qu'on veut, il pourrait explorer des idées qui découlent du concept de base, et ça restera cohérent. Ouais, non, mais ça, la cohérence interne de l'univers presque. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des univers patchwork parce que là on veut quelque chose d'effrayant, là on veut quelque chose d'onirique, etc. Ou alors on peut avoir une idée très forte et en découler plein de choses. Enfin, je trouve que l'univers de Lovecraft c'est assez valable à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'idée principale c'est l'homme n'est rien. Il y a des créatures immenses, très puissantes qui peuvent la balayer à tout moment, et on va en découler plein de variations autour. Donc si j'entends bien tout ce que vous êtes en train de dire là sur ce tour de table, en gros c'est peu importe l'amplitude de l'univers, ce qui compte c'est sa cohérence et son propos. Et son propos. Ouais, d'accord. Donc ça, mais surtout dans l'écriture, vous diriez, par exemple, vous conseilleriez d'écrire tout l'univers en même temps de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'évolution. Non. Attends 2 minutes, il y a Chatarian qui avait demandé la parole. Ouais. Chatarian. En fait, généralement, je remarque qu'il y a 2 sortes, de construction possible pour l'univers. Il y a dans Sens qui me semble être un univers qui en fait vraiment sérieux le propos. Dans le sens où Sens a un début, une fin, donc c'est plutôt, pour faire une référence à un ancien podcast, un immense toboggan. Ouais. Alors qu'on peut avoir des univers qui sont d'immenses bacs à sable en fait, où les joueurs vont construire et modifier cet univers complètement. Alors d'accord. Donc là déjà on voit il y a 2 types d'univers là il vient de distinguer 2 types d'univers qui peuvent être construits. L'univers qui est destiné à créer un grand toboggan, comme dans Sens peut-être. T'as pas l'air d'être d'accord? Moi, je t'en cite un autre exemple peut-être qui est un petit peu plus clair. La campagne de l'Orient Express de Cthulhu, c'est un gigantesque toboggan. Après, toboggan guidé par les rails du train. Oui, non, c'est une campagne, d'accord, mais elle présente l'univers de la campagne est présenté. Il y a les villes qui sont décrites, bien sûr, etc. Donc ça joue, je pense. Donc voilà. Et puis t'as l'univers qui va être créé pour faire un bac à sable, c'est-à-dire où les joueurs vont être totalement libres dans un certain. Alors là, je sais pas très bien. Moi, je pense que peut-être aussi, c'est savoir où tu mets ton propos. Soit ton propos il est global à ton univers. C'est-à-dire que la situation globale de l'univers apporte le propos, soit c'est certains lieux qui apportent le propos, comme des fois dans Sens, et surtout je pense à Monostatos, où chaque lieu il correspond un peu à une situation, on va dire, du monde actuel. C'est une allégorie du monde actuel, chaque lieu dans l'univers de Monostatos. Chaque lieu est une sorte de critique. Bien sûr, d'un aspect de notre société. On y reviendra peut-être. Voilà. D'accord, très bien. Donc, n'empêche qu'on n'a pas vu cette histoire de comment on présente. Par quoi je commence? Je suis jeune créateur, je commence comment? Alors, j'écris quoi d'abord? Alors déjà, moi je crois quelque chose qui est important, c'est de structurer le propos. Donc déjà commencer par un plan, se limiter aussi au nombre de signes. C'est que, enfin, je crois qu'il y a mais c'est un exercice en soi. Hein. C'est comme une composition, un poème. Il faut si on veut écrire un poème, on veut transmettre une information d'une certaine manière. Là, pour le jeu de rôle, c'est un exercice propre. C'est que on va décrire un univers. Pour ça, faut apprendre. On peut regarder des structures qui sont déjà existantes parce que finalement, il faut faciliter la transmission des informations. Et puis, faut structurer le propos, hein, comme une composition ou quoi que ce soit. Comment je crois que ensuite. C'est selon chaque auteur. Je me sens à l'aise en le présentant comme ça. Moi, par exemple, dans ce sens, j'ai essayé de faire un univers où, j'écrivais au fur et à mesure comme un roman l'univers, c'est-à-dire que le joueur et le lecteur plus exactement, était invité à découvrir l'univers comme c'était un roman, tu vois. Et moi, ce qui m'a été reproché, c'est du coup les informations, on a du mal à les trouver quand on maîtrise la partie. Oui. Alors donc, du coup est-ce qu'il faut que ça ressemble à un atlas routier presque, un univers de jeu de rôle? En fait, moi j'ai quand même un conseil à donner. J'ai pas encore vraiment écrit de jeu, enfin si, mais j'en ai jamais sorti. Là je suis en train d'en écrire un que j'espère sortir et finir un jour. Et en fait je pense qu'il faut vous limiter à ce dont on a besoin pour jouer.
je pense que votre univers, bon, des fois on peut rajouter 2-3 éléments pour donner de la couleur, mais ça c'est utile la couleur justement dans un jeu. Et on doit vraiment donner ce qu'on a besoin, les informations, les lieux qu'on a besoin pour jouer à ce jeu. Tout ce qui est superflu, ça sert à rien de le mettre, je pense. D'accord. À moins que ce soit pour donner de la couleur. Gnome, tu voulais réagir? Alors en fait, moi je parle de mon expérience parce que bon, dans mon école on a des cours de bande dessinée et donc du coup on s'initie à la narration. Ouais. Et d'une manière générale, quand on narre, il faut faire attention de ne pas alourdir la narration justement en expliquant constamment l'univers. D'accord. D'autant que c'est intéressant, c'est vachement intéressant. D'autant que c'est valable pour tous les médiums, mais tous les médias, pardon. Mais en BD, surtout que en cours, on travaille sur des formats restreints. Ouais. Et donc du coup, il faut raconter une histoire en privilégiant l'efficacité au maximum. Ouais, donc il faut se baser sur du non-dit et des petits éléments. T'es en flux tendu de la signification, si j'ose dire, quoi. Tu dois être. Oui, voilà, on peut dire ça. En un minimum de signes et de traits, un maximum de choses. Et laisser aussi le lecteur, parce qu'en BD, il y a évidemment d'une case à l'autre, il y a un vide. Laisser aussi au lecteur la possibilité d'imaginer lui-même ce qui n'est pas raconté, quoi. Et ça, c'est intéressant dans le jeu de rôle aussi, parce que ça laisse la liberté aux joueurs, justement. Oui, parce que chacun imagine différemment. Tu fais le parallèle avec la. Très très malin. Et c'est exactement pareil dans le cinéma. Sans clone. Les meilleurs films de science-fiction, c'est pas ceux qui ont un carton au début qui nous disent il se passe ça, on est dans tel univers. Non, c'est ceux qui nous montrent l'univers et l'histoire se déroule et on comprend l'univers en voyant le film. Ah, ça c'est génial. Ça veut dire en fait finalement, vous êtes en train de dire là, de conseiller à nos jeunes créateurs, vous êtes en train de leur dire de pas trop en dire. Pensez à ne pas trop exactement. Pensez à ne pas trop en dire. Chatarian. J'en reviens encore, ça dépend vraiment du jeu de rôle qu'on veut faire. Si c'est un jeu de rôle comme Sens ou autre, on veut vraiment avoir une campagne qui va être l'axe de ce jeu de rôle. Évidemment, il faut que l'univers suive comme dans un film justement, on découvre au fur et à mesure l'univers et son immensité. Ou alors, comme tu dis, il faut si on veut plus des scénarios bac à ça, il faut un vrai atlas routier qui va proposer au maître de jeu d'un choix immense pour toute son imagination et vraiment ce qu'il a envie de faire librement. D'accord. D'accord avec ce propos ? Non, je crois que justement c'est un exercice d'équilibriste. Faut intéresser les gens parce qu'il faut que les gens le lisent. Et puis il faut également retrouver les informations parce qu'il faut pas oublier que le jeu de rôle c'est pas un livre. Le jeu de rôle c'est ce qui se passe autour d'une table. Le livre c'est une aide de jeu. Ouais. C'est celle où si on a un petit coup de mou au niveau de l'imagination, on peut peut-être y trouver une idée. C'est peut-être les règles écrites, etc. Enfin, pour l'univers en tout cas, ça permet de booster son imagination. Alors, moi, je parlais de mon expérience personnelle sur Sens. Pour créer l'univers, ça s'est créé au fur et à mesure des parties. C'est-à-dire que d'une partie à l'autre, je ne savais pas du tout ce dont j'avais envie de te parler la fois prochaine, sachant que j'avais juste une grande trame de fond et un grand cycle méta. Et après, je me suis dit, tiens, en fonction de ce que j'ai envie d'aborder, et donc ça s'est créé comme ça au départ. Donc t'as écrit ta partie, quoi. Ouais, voilà ça. J'écrivais pour ma partie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lionel, quand tu disais que l'univers se créait pour les parties. C'est-à-dire que tout ce qui va pas concerner des parties de jeux de rôle, finalement. Alors, de toute façon, pour moi, au final, ce que tu as fait dans ton jeu, c'est d'écrire tes parties et tu nous pousses un peu à les reproduire dans un sens. Parce que tes parties, j'imagine qu'elles t'ont apporté beaucoup, elles ont apporté des propos à ta table et tu essayes de nous faire revivre la même chose. Et ton jeu, ça se voit qu'il est écrit dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il est très intéressant. C'est ça. Et alors là, il m'a grillé complètement. Ah oui, tu racontes tes histoires. Dans ce sens-là, c'est encore le pire. Le personnage de Flavie. Et puis voilà, non mais c'est rigolo. On va passer à la deuxième partie de ce podcast qui, à mon avis, vraiment, on aurait pu faire des tas de transitions depuis le départ sur cette seconde partie. Bien sûr. La question que tu nous amènes, Soulclone, avec toi dans tes valoches, c'est la question de comment, à travers un univers, dans l'écriture ou dans son exposition par un meneur ou par des joueurs ou par, on ne sait pas, comment défendre une idéologie politique, mais tu as précisé discrète ou qu'elle survienne sur l'univers, qu'elle ne s'impose pas bêtement. Alors en fait, j'explique ma question. Je t'en prie, Sol. Ça vient de là, donc Monostatos est sorti de Fabien Hilvain, donc là je l'ai vu pour la première fois depuis la sortie du jeu. Voilà, et on en a discuté et je lui ai dit c'est fou
ton jeu il utilise l'heroic fantasy pour parler de problèmes actuels, mais c'est une double lecture, on n'est pas obligé de le voir tout de suite. Et il m'a dit oui, c'est pas comme dans Avatar où on nous force à penser que l'écologie c'est bien. Exactement. Du coup je me suis dit merde, moi je fais un jeu qui parle d'écologie, faut pas que je force à faire Avatar. Voilà, faut pas que je fasse Avatar et forcer les gens à penser comme moi, à penser que peut-être que notre société elle est factice et qu'on devrait peut-être prendre un mode de vie plus simple, plus proche de la nature. Alors ce que tu veux dire c'est que dans Avatar, le propos est grossièrement jeté. Il est grossier, quoi. On te balance à la gueule. Le méchant, on dirait un méchant de dessin animé. Mais c'est un méchant de dessin animé. L'autre jour, on regardait avec Flavie, on regardait Pocahontas. Vous vous souvenez, c'est Walt Disney. De toute façon, James Cameron a avoué qu'il s'inspirait de Pocahontas. Ah putain, c'était Avatar. On était en train de regarder Avatar. Non, mais il a clairement assumé que c'était un remake science-fiction. Mais ce jeu de rôle qui défend l'écologie, il existe déjà. C'est Nain et Jardin. Enfin, Nain et Jardin. Non, mais improbable. J'entends. Approche ton micro. Ouais, j'aimerais parler de ce jeu que j'adore, que j'aime jouer. C'est typiquement le jeu qui a l'air de rien. On joue des nains de jardin qui va sauver la ville. Et puis il y a un propos politique derrière, clairement, et qui est assumé. Est-ce que ça viendrait pas du fait que Robert Rue ressemble à un nain de jardin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des politiciens qui ne sont pas dans mon pays. Je pense que t'es sur la bonne voie. T'as tout compris. Gnome qui veut à l'instant on parlait d'Avatar, je pense que c'est un bon exemple de film en l'occurrence qui fait complètement passer son histoire à l'arrière-plan pour nous faire pour montrer regardez comme mon univers il est beau, regardez comme il est exotique. Ouais. Tout l'intérêt du film est là d'ailleurs. Il est peu exotique. Mais c'est des Amérindiens avec des cow-boys, sauf qu'ils ont des flingues plus puissants. Je parle de l'univers en termes visuels. Oui, effectivement. La forêt est quand même très belle, tout ça, la faune. Chatarian, tu voulais prendre la parole? Les forêts sont très belles. Des fois, on a mis un peu le film Avatar qui a derrière, même si, oui, c'est une grande reprise éternelle de l'histoire. Bien sûr. Danser avec les loups, pour Pocahontas, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a quand même beaucoup l'univers, si on regarde en arrière-plan. Sur tout ce qui est la planète, à un moment, il y a un petit interlude où Madame la scientifique explique que les arbres sont connectés entre eux. Et c'est très intéressant de montrer que la planète agit comme un organisme vivant, car ça rejoint une vraie théorie qui existe, qui est la théorie de Gaïa. Donc quoi, la planète elle-même est un organisme vivant et donc réagit pour sa survie. Ouais. Voilà. Tous ces composants réagissent ensemble. Alors c'est exactement ça dont je parle. Ouais. Ça se passe dans un avenir où l'écosystème de la planète est devenu intelligent en fait. Et donc voilà quoi, ça rejoint complètement cette idée-là. Et d'ailleurs, je vais pas nier que Avatar a été une certaine inspiration, même si je le prends avec des pincettes. D'accord. Voilà. Mais c'est plus la théorie de Gaïa à la base mon inspiration quand même. Alors moi j'ai envie de dire que excuse-moi Gnome, tu voulais prendre la parole? Non. J'ai envie de dire que je pense que tu fais peut-être porter à l'univers des choses qu'il ne pourra pas forcément porter, d'accord? Alors, si tu veux exprimer tes problématiques politiques dans l'univers, tu dois t'inspirer de ce que Gnome disait tout à l'heure dans la BD. C'est-à-dire pas trop en montrer, laisser les gens laisser survenir les questions. Alors, pour l'instant, mon idée, mais juste pour finir, mais je pense que ce qui va vraiment faire la différence pour faire en sorte que ces problématiques soient abordées, ça va être ton système de jeu. C'est ça qui va faire la différence. Mais ça c'est déjà en cours, bien sûr. Mais quand même, il faut pas que ce soit trop grossier dans l'univers. Et là, mon idée, c'était de présenter des communautés humaines qui vivaient, pour moi, selon un mode utopique, en fait. Mais j'ai un peu peur que déjà ça, ce soit trop grossier. Chatarian. Moi, en tant qu'MJ, ce que j'aime bien dans un univers, c'est au niveau de la cohérence, c'est qu'il y a différents points de vue, mais tous crédibles. J'ai horreur d'avoir un point de vue qui n'est pas défendu par d'autres, qui n'est pas crédible. Je trouve ça vraiment important que par exemple dans ce sens, Mifo, Scadaria et Soren Solepsis soient tous les deux des solutions qui peuvent, si on y réfléchit, bien séduire, comme on le voit dans le supplément. C'est pas discuté cela. Et on peut en discuter, c'est justement ça l'intérêt. Ce n'est pas un podcast sens. Mais alors tu dois détester Monostatos parce que là on te laisse pas le choix. Monostatos c'est un dictateur, il faut lui casser la gueule. Mais d'une manière générale, il est tenable son propos. D'une manière générale, je pense l'idée c'est surtout qu'il faut introduire un peu de contre-utopie dans l'utopie, s'il y a utopie. Et quand il y a uniquement de la contre-utopie, vu que c'est les joueurs qui doivent apporter leur solution et qu'il n'y en a pas qui est présenté tel quel, il n'y a pas la communauté magique, tout bien, genre les navis dans Avatar, on en parlait.
là, ça peut laisser un champ de réflexion. Le problème, c'est que si les joueurs apportent eux-mêmes leurs solutions, Saltclone, le problème, c'est qu'ils peuvent apporter des solutions qui sont opposées à celles que tu voudrais les voir aborder. C'est ça ton problème, en fait. C'est d'être suffisamment explicite pour lancer les joueurs vers la voie que tu veux, bien sûr, mais suffisamment dirigé, je vais pas dire dirigiste, pour que enfin, voilà. T'es dans une. Je veux quand même un peu les forcer à penser comme moi, hein, les gens qui vont jouer à mon jeu. Hein. Mais oui, je le fais un peu pour ça. D'où le propos politique d'ailleurs, engagé, militant. Ah, bien sûr, exactement. Moi, j'écris ce jeu de rôle pour transmettre ça, quoi. Chatarian. Je prends quoi je monopolise un peu. Non, mais t'as rien dit au début. Mais t'as le droit de t'exprimer. Quand même. Le fait est que quand on veut mettre une opinion. Comment dire, entre guillemets politique derrière un jeu de rôle, derrière un système. Ouais. Moi, je trouve que le plus intéressant, quand on parle par exemple de politique ou de philosophie, pour moi la base c'est le doute et la question, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un point de vue, que le joueur puisse, même le MJ en lisant, puisse se dire qu'il n'y a pas un seul point de vue. C'est une critique. Alors là, on n'est pas là pour parler de système, mais déjà dans le système, j'ai intégré justement cette notion d'idéologie. En fait, toute l'idéologie et le système est basé là-dessus. En fait, c'est est-ce que j'aide la nature? Non. Est-ce que j'aide les autres? Est-ce que je m'aide moi? Est-ce que je pense à la survie? Est-ce que je pense pas? Est-ce que les joueurs sont récompensés lorsqu'ils vont dans ton sens et inversement sanctionnés lorsqu'ils immersion positive? Alors non, c'est politique. Justement, en fait, en fait, s'ils vont dans le sens ou dans l'autre, et ben ça transforme leur personnage, parce que les caracs c'est de l'idéologie en fait, et ça aussi sur un cran. D'accord. C'est-à-dire que à 0 t'as pas d'idée, et si t'as +1 t'es plus du côté de la nature, si t'as -2 t'es moins du côté de la nature, et du coup si tu vas avoir à faire une action qui est pour la nature, et ben tu vas avoir du mal si t'es à -1, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, je vois bien. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'idée qui m'est venue pour l'instant. Lionel, est-ce que t'as une réponse à nous donner pour ce douloureux, épineux problème? Disons que, ce qu'on a peu parlé ici, alors on parle du système. Faut rappeler aux auditeurs que, en tout cas pour moi, le système c'est pas juste les règles de simulation. C'est pas la règle d'un système de résolution uniquement. C'est qu'un scénario, c'est la proposition et puis la cohérence de ce que peut être la description de l'univers. L'univers fait partie du système. Ouais. Enfin voilà. Juste par rapport à ton jeu là, qui semble. Moi j'aurais pas envie d'y jouer. Ah oui. Parce que clairement, je partage peut-être pas forcément les opinions politiques. Moi, je demande surtout qu'on fasse réfléchir. Et puis ensuite que je sois libre. Et c'est pour ça que je fais du jeu de rôle. C'est que je peux jouer un type qui fait des cris de baleine dans un jeu très connu sur ce podcast. Ou non, mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être discret et ça doit. C'est d'autant plus fort. Si tu veux un petit conseil, c'est d'autant plus fort si c'est quelque chose qui est en périphérie. Je vais reprendre Nain et Jardin. C'est quelque chose qui va loin sur l'écologie, sur la prise de conscience individuelle de ses actions, qui peut avoir une influence sur la. Ouais. Et puis finalement, le propos du jeu, il aborde cette thématique. Mais il est pas centré autour de ça. C'est que tu joues des nains et tu vas bien te marrer la gueule. Et puis. Alors après, le propos de mon jeu à la base, c'est quand même l'exploration d'un monde hyper onirique. Tu vois, donc. Bon. Après, c'est vrai que t'as raison, c'est peut-être trop grossier justement. Bon, moi j'ai envie de dire il faut pas non plus critiquer la question le jeu de Saltclone en lui-même. C'est-à-dire que on pourrait aussi dire si tu fais un truc politique, je peux pas dire. Tu risques. Non, c'est pas ce que je veux dire, Lionel. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut répondre à sa question qui est aidez-moi à écrire ce jeu de rôle là. Joue-le. Ouais. Puis. Mais oui, mais bien sûr, voilà. Évidemment. Et puis ensuite, garde. Dans ton expérience, tout ce qui t'a semblé utile et nécessaire, tu gardes que ça. Et puis après, alors moi j'ai un très bon test pour ce genre de jeu politisé et militant. Si tu le passes c'est ça, non? Chatarian, ça a l'air de te choquer le terme politisé militant. Non, je te vois faire des go. Le très bon test, c'est de le passer à un gars dont tu sais que ce n'est pas la thèse. Tu lui passes, s'il ne peut pas y jouer, si ça le fait chier, tu sais que t'as réussi.
Moi, je sais par exemple, non, mais je te jure, moi, je sais par exemple des gens qui n'aiment pas du tout se prendre la tête, réfléchir à des questions de philo, etc. Je leur ai passé sens et je vois tout de suite que ça ne marche pas. Les mecs restent à la porte, ils veulent pas. Alors, ça veut dire que le jeu, globalement, sélectionne. Attends. Sélectionne son public à l'entrée et donc ne frustrera pas. Parce que c'est ça, au final, qui est important. C'est que si tu fais rentrer des gens dans ton univers alors qu'ils sont pas faits pour ça, eh ben, à la fin, ils seront frustrés et ils seront trop verts d'avoir acheté le jeu. Je vais dire un truc. Il faut sélectionner J'ai fait une partie avec 2 amis à moi. Sur le clone. Pour faire simple, qui sont capitalistes. Donc non mais je fais très simple. C'est là. Voilà, et donc c'est un mal d'être capitaliste. Non mais voilà, et c'est chacun leurs idées. Le bloc de la CMU, c'est bien connu. C'est des amis. Du fric, ça va chuter, on va faire du pognon. Non mais c'est des amis d'enfance, donc on n'a pas forcément évolué de la même façon. Mais on joue au jeu de rôle tous. Et donc je leur ai dit on va jouer à mon jeu. On n'avait même pas commencé à jouer qu'on a pris un débat politique pendant 1 heure. Bon bah voilà, c'est bon, t'as gagné. Mec. Et après la partie ils m'ont dit bah écoute, je croyais que j'allais me faire chier, mais c'était trop bien. Bon bah voilà. Moi, à mon avis, voilà, c'est un très bon test. C'est bien qu'il y ait les gens qui. Après, c'est peut-être une bonne expérience pour réagir à ce que disait Lionel. Je dis un truc par rapport à ce que disait Lionel, c'est si l'élément est plus fort, s'il est en périphérie. En fait, je pense que c'est surtout que c'est plus fort si ça vient des joueurs. Et donc, du coup, forcément, effectivement, si c'est en périphérie, si c'est caché un petit peu, ça aide. Évidemment à faire que ce soit les joueurs qui prennent conscience de l'élément sous-jacent et qui le fassent ressortir et qui s'interrogent. Donc à ce moment-là peut-être, pardon, je t'ai coupé. Et autre chose du coup, c'est que peut-être que pour que ça vienne des joueurs, par rapport à au système d'idéologie qui serait sur une ligne, pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui soit en étoile par exemple, proposer d'autres options, que les joueurs puissent explorer plusieurs choses et dire ensuite, bah c'est ça qui me convient le mieux, et pas forcément dire ça c'est bien et ça c'est certainement pas bien. J'ai peur des dérives en fait. J'ai peur que si je leur propose trop autre chose, qu'ils soient contre mon idée en fait de départ, si tu veux. Ouais. T'es pas sûr de ton idée alors? Mais non, mais attends. Ah oui, parce que il est malin. Parce qu'en fait, ton jeu, tu cherches pas à encourager. Ah oui, d'accord. Tu cherches à convaincre. Bien sûr. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu veux que les problématiques surviennent. C'est-à-dire que tu cherches pas à faire en sorte que les gens qui soient autour de ton idée y adhèrent, tu cherches aussi à convaincre éventuellement les gens totalement opposés. Donc tu cherches à les attirer dans un espèce de piège. Bien sûr. Ah, d'accord. J'ai été MJ à Sens, je le rappelle. Alors là, une nouvelle secte. Alors là, je crois que Gnome t'a donné un super indice quand il a parlé des personnages. Ouais. Il faut que les personnages doivent être classe, ils doivent attirer des joueurs. Et puis, en fait, c'est les personnages peut-être. Moi, à mon avis, en fait, c'est pas l'univers qui va faire le travail que tu demandes là. Ce sont les personnages et la manière dont ils sont orientés et dont ils ont des possibilités d'interaction avec l'univers. C'est pas qu'est-ce qu'on joue, c'est sur quoi les personnages ont du pouvoir, sur quoi les personnages ont de la... un petit peu comme tu sais dans les dessins animés où il y a des pièces où tu vois très bien qu'elles vont bouger bientôt parce qu'elles sont pas dessinées de la même manière. Oui. Si tu prépares tes personnages de manière à ce qu'ils voient qu'ils ont des possibilités d'action sur certains lieux, à ce moment-là, tu vas peut-être pouvoir à un moment donné induire parce que par l'acte, on prend conscience, tu vois, de la théorie qui va avec, et tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, hein, mais à mon avis, c'est par les personnages que tu vas pouvoir convaincre les joueurs. En même temps, je pense que c'est mon pré-tiré, but, pourquoi pas des pré-tirés du coup? Je sais pas. Mon but est difficile, mais je pense que c'est possible. Il y a eu tellement de jeux qui encourageaient à se faire le plus de fric possible. Ouais, non, mais c'est clair. Du coup, voilà, qui faisait un peu l'inverse. Ouais, non, c'est pas ça là. Non, mais on est d'accord. Non, mais je rigole, c'est de l'humour. Non, mais attends, il y a un énorme complexe des Français, parce que t'es notre ami parce que nous on a du fric. Mais je te jure qu'il y a un énorme complexe des Français sur l'argent, mais ça, ce sera peut-être le thème d'un autre podcast. Oui, mais vous aimez bien le dépenser aussi. On aime. Ouais. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un jeu sans argent. Hein. T'aimerais bien faire un univers, par exemple, sans argent. Tu penses que ce serait une bonne idée pour un univers où les gens sont altruistes. C'est dur, c'est inimaginable, j'imagine, non? Moi, non, il y a pas Animonde, c'est pas comme ça. De quoi? Animonde, je l'ai acheté exprès. Animonde. Ouais. Le problème, c'est qu'il est trop ancré dans l'heroic fantasy et ça se voit qu'il essaie de contourner son problème un peu en fait. Je trouve. Mais en fait, il est sorti trop tôt ce jeu, je pense. Il est sorti fin des années 80, donc c'est beaucoup trop tôt pour avoir un jeu qui arrivait vraiment à... Forcément, il utilise des mécaniques qui viennent de jeux comme Donjons et Dragons, donc ça marche pas. Alors, quel jeu? Gnome. Animonde de Croc. Je trouve l'esthétique est incroyable, mais c'est un jeu que tu trouves plus dans le commerce. Je crois. Moi, je trouve qu'il y a un élément quand même qui ressort vachement de toute cette conversation, de tout ce podcast depuis le départ. Un thème qu'on a, c'est l'univers. À qui appartient-il?
et qui a véritablement le contrôle sur l'univers dans un jeu de rôle. Et ça, je pense que c'est un curseur, c'est-à-dire que, en fait, souvent on pense l'univers, il appartient au MJ qui lit le jeu, et puis le rôle du MJ, c'est de faire découvrir l'univers aux joueurs. Et je crois que c'est un mauvais point de départ, c'est-à-dire que l'univers peut très bien démarrer justement des personnages. Alors ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser dans l'écriture pour le jeune créateur qui commence. À qui appartient l'univers, pour qui on écrit son livre, pour qui on écrit son univers, et si on écrit pour les personnages, dans quel genre de problématique ça soutient, et si on écrit pour le MJ, quel genre de problématique ça soutient. Alors, c'est vaste comme thème. Je commence alors. Moi déjà mon jeu, la narration sera partagée. Il y aura un maître du jeu, la narration sera partagée. Donc pour l'instant il est comme ça, peut-être qu'il évoluera. Alors, je sais pas. Pourquoi est-ce que tu choisis? Donc si la narration est partagée, ça veut dire que, parce que j'explique pour nos auditeurs, ça veut dire que les personnages auront une part de créativité sur l'univers et de l'univers pendant la partie, au cours du jeu. C'est pas le MJ uniquement qui décrit seul son univers. D'accord. Alors pourquoi? Parce que c'est un jeu où justement je veux utiliser ça pour magnifier la beauté de la nature en fait, si tu veux. En quoi la nature, typiquement, elle est en dehors des hommes. Les hommes se considèrent toujours comme exclus de la nature. Alors dans ce monde-là, ils sont reliés à la nature, si tu veux. Ah d'accord, ok, très bien. Mais en plus c'est contestable ce que je viens de dire. Je pensais que tu allais me bâcher sur ce que je disais. Ah oui, parce que les hommes font partie de la nature au départ. Oui, voilà, par exemple. Mais on peut répondre comme ça. Mais justement, tu vois, c'est vachement engagé le choix qu'on choisit. Est-ce qu'on va faire peser l'univers plutôt sur les joueurs à travers leurs personnages, ou plutôt? Il y a un truc que je dois préciser peut-être, c'est que mon jeu s'appelle Fluide. Parce qu'il y a une entité qui s'appelle le Fluide qui a pris contrôle de toutes les cellules de la Terre. D'accord. Donc, du coup, l'écosystème est devenu intelligent. Attends, tu prends le contrôle de la cellule là? Je te pète la gueule. Tu fais gaffe à ce que tu fais. Et donc du coup il y a un écosystème intelligent avec une espèce d'entité qui le contrôle. Et les hommes peuvent communiquer avec elle. Donc en fait les hommes peuvent communiquer avec la nature en fait. D'accord, ouais. Et ils sont en lien, ils peuvent méditer, tout ça. En fait c'est un jeu très New Age si tu veux. Ouais, vraiment, ça j'avais bien compris. C'est vraiment un jeu New Age. Je sais pas que j'ai beaucoup y joué. Alors vous, toi par exemple dans ton projet, du coup c'est pas le maître de jeu qui va être Gnome, pardon, j'ai oublié de préciser pour les auditeurs, je parle de toi Gnome. Dans ton projet d'un univers qui se crée au fur et à mesure, c'est pas le MJ qui va contrôler l'univers, c'est plutôt les joueurs, non? En fait, moi personnellement, je m'adresse à des créateurs d'univers frustrés qui auraient pas forcément le courage de créer leur propre jeu ou d'aller jusqu'à écrire un roman ou une BD. Et du coup, je vois ça, comme quelque chose qui aurait également une narration assez partagée. Où le MJ, il y aurait, je pense quand même un MJ qui aurait pour rôle de rebondir sur les actions des personnages pour créer une opposition, une réaction de l'univers. Attention à ton micro. Et donc alors toi tu as envie de dire que t'es un petit peu, tu me fais penser à Will Wright dans le jeu vidéo. C'est tout SimCity, le jeu Sport, voilà. C'est-à-dire un espèce de gars qui voudrait faire un système. Sorte de hub duquel pourraient partir un peu tous les univers possibles. Exactement. Une boîte à outils qui te permettrait, un espèce de paint qui te permettrait de faire le dessin que tu veux en gros. Tout à fait, oui. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est pas déjà ce que fait Prosopopée quelque part? Alors je viens de jouer justement avec Gnome à Prosopopée. Ouais. Donc je voulais te demander à quel point pour toi ça se rapproche de ce que tu voulais faire. Gnome. Prosopopée, j'ai trouvé ça intéressant. Après, vu qu'il n'y a pas forcément de point de départ un peu fixe pour tout le monde, peut-être que c'est peut-être un petit peu trop onirique. Enfin, moi, je verrais plus un jeu qui irait en campagne et qui évoluerait lentement. Ah oui, Prosopopée c'est plus fait pour le one shot. Tu serais plus physicaliste que ça. T'as quand même envie qu'il y ait une réalité qui résiste un minimum? Au sens où on n'a pas le droit non plus d'y faire n'importe quoi. Oui, voilà. Enfin, je voudrais que ce soit progressif. C'est trop onirique, ouais. Mais la question que je me pose là, est-ce que c'est pas le propre du jeu de rôle, finalement, de faire évoluer l'univers avec les personnages? Ouais. Parce que finalement, la situation de départ. Alors après, est-ce qu'il y a des changements? Enfin, je connais bien Agon, d'y avoir joué, d'y avoir masterisé, d'y avoir écrit un petit peu pour le Souffre-Jour. Mais c'est un jeu qui, dans la campagne, propose des modifications de l'univers importants. Je vais pas spoiler, mais vraiment, enfin, finalement, une idée qui me vient comme ça, de moteur, c'est que finalement, les joueurs, quand un joueur il est autour d'une table, c'est parce qu'il a
on lui donne les moyens de modifier un univers, que ce soit en battant les méchants, en pillant un château. Chatarian. Peut-être que je fais un hors-sujet par rapport aux autres réponses, mais tu demandais, Romaric, si le jeu de rôle était créé pour le maître du jeu ou pour les personnages. Ouais. Moi, je te répondrais que le maître du jeu est en fait un des personnages. Comme on écrit, le jeu est à la fois écrit pour le maître du jeu et pour les personnages, car le maître du jeu, lui, il incarne un personnage qui est l'univers. Ouais. Et l'univers va interagir avec les personnages. C'est-à-dire, les personnages vont des fois se battre contre l'univers. Ils vont se battre contre ce qui est imposé à la base. C'est sûr. Alors, et des fois, ils vont le construire. Je suis pas d'accord. Alors, Lionel. Non, alors, en fait, l'univers. Je vois ce qu'il veut dire. Dans un jeu de rôle, pour moi, c'est pas le MJ. C'est l'imaginaire partagé qu'ont les gens autour d'une table. Alors, chacun a son influence à donner. Le MJ influence beaucoup, mais je crois que le film qu'on a regardé, qu'on a vu le soir d'avant, ou la série, ou la bande dessinée, ou quoi que ce soit, a une influence. La description d'un univers, ça dépend en fait à qui il est destiné. C'est-à-dire, typiquement, il y a certains jeux qui proposent des livres pour le joueur, qui aide le joueur à acquérir. Je prends les Ombres d'Estérun, qui propose un livre qui peut être lu tant par le MJ que par le joueur. Je vois. Alors, t'as raison, mais je crois que toi, ce dont tu voulais parler, c'était l'univers, comment dire, extérieur, la nature. Je sais pas comment dire le. Vraiment, enfin. On dit que les personnages influent l'univers, mais l'univers influe aussi sur les personnages. Les personnages vont gagner généralement dans le principe du jeu de rôle. Les personnages ne font pas partie de l'univers. Bah oui, justement, mais l'univers va influer sur eux quand même. Les personnages, généralement, dans n'importe quel jeu de rôle, j'en ai trouvé très peu où ce n'est pas le cas, ils vont évoluer. Ils vont changer, l'univers va changer aussi. Ils vont avoir une influence mutuelle, et c'est pour ça que c'est un imaginaire commun. Oui, parce qu'ils vont tous évoluer au contact, les joueurs. Ça, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé. On n'a même pas donné de définition finalement de l'univers. Là, on est en plein cœur du truc. C'est-à-dire là, c'est un débat définitionnel que vous avez. C'est vrai que avant de savoir comment bien décrire un univers, encore faut-il savoir de quoi on parle, ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table pour voir je pourrais faire une petite divagation d'abord. Ouais, c'est pour moi, à part dans le sens, tous les jeux de rôle devraient être écrits pour tout le monde, pas que pour le MJ ou que pour les joueurs. Pour moi, à part les jeux de rôle à secret comme Sens, tous devraient être plus lisibles par tout le monde. En fait, dans le meilleur des cas, tout le monde devrait l'avoir lu avant, et même si c'est impossible, je le sais très bien, mais. Ouais, d'accord. Voilà, donc ça, c'est un conseil d'écriture que tu donnes à nos jeunes créateurs. Surtout, pensez à faire des jeux qui sont lisibles par tous. Voilà. À moins quand vous voulez faire du jeu à secret comme Sens, c'est un cas très particulier. Je voudrais juste dire un petit truc financier. C'est que si votre jeu ne peut être lu que par le MJ, ça veut dire que sur une table de 5 joueurs, vous ne vendrez qu'un bouquin. Non, c'est important. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour Sens, je sais que je vends moins de livres parce que les MJ interdisent les joueurs d'acheter les bouquins. Oui, ce qui est normal. Oui, mais à Sens, à la fin, quand tu as fini la campagne, tu deviens MJ, donc tu les achètes. Ouais. Bien sûr. Tu auras une boucle de vente. Mais je veux dire quand même que c'est pas important pour la création de savoir ça, mais non, il faut. Ça marche pas vraiment, je pense, ton truc, parce que même dans les jeux sans MJ ou ce genre de choses, il y a toujours qu'une personne qui a le bouquin souvent, hein. C'est assez rare. Je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir une partie où on était deux ou trois dans le groupe à avoir le même bouquin, à avoir lu le bouquin, quoi. Ouais, d'accord. Moi, quand j'ai masterisé Prosopopée, les 2 autres ne l'avaient pas lu, hein, par exemple. Alors que c'est un jeu sans MJ. Alors, j'aurais rapidement qu'on revienne sur ma question. C'est-à-dire qu'ici, tout autour de cette table, est-ce qu'on pourrait faire un tour de table pour voir la définition de l'univers? Lionel, tu peux nous redonner rapidement celle que tu as dit tout à l'heure? Alors, en fait, ça dépend. Si on parle d'écriture de jeu de rôle, c'est la description de l'environnement. D'accord. Mais l'univers, si on parle de jeu de rôle et puis qu'on parle d'une partie de jeu de rôle, pour moi l'univers c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Et puis l'univers, ça peut être autant mon personnage il pense comme ça, c'est l'univers, ça fait partie de l'univers. Et puis si je le partage aux autres, je dis mon personnage pense ainsi, on va penser à la même chose en même temps. Et puis tout d'un coup, ça va être un MJ qui va décrire un décor. Puis ensuite, tout le monde imagine un décor plus ou moins de la même manière. De toute façon, il sera différent, mais de manière suffisamment commun pour qu'on puisse jouer dans cet univers. Sans clone. Moi, je vais être un peu plus poétique. Pour moi, un univers, c'est comme un tableau. C'est poétique ce qu'il dit, avec ces histoires de choses qu'on imagine ensemble et tout.
Ne lui refuse pas sa part de poésie. Non, mais pour moi, c'est comme un peu un tableau. Donc il y a un cadre, donc on dépasse pas. Pardon, oui. On t'entend plus là. On m'entend plus. D'accord. Donc on pose des limites. C'est le cadre du tableau. Au milieu, on met un peu de couleur. Ça, c'est ce qu'on écrit dans le bouquin. Et la majorité de la toile, elle est blanche. Ça, c'est tout la couleur qu'on va rajouter pendant la partie, en fait. D'accord. Chatarian, réfléchis encore. Mais t'as une petite idée ou pas du tout? Ouais. Gnome, est-ce que t'as une idée de ça? Alors pour moi, c'est toujours un petit peu difficile, surtout en passant après des définitions. Ah mais attends, toi j'ai une idée pour toi. Sinon, vas-y, définis pour voir. Alors pour moi, c'est tout simplement le cadre de l'histoire. Je m'en doutais que t'allais définir la chose comme ça. Voilà, c'est oui, voilà, forcément, je réfléchis en termes d'histoire. Après, pour ce qui est de savoir si les joueurs font partie de l'univers, ça dépend. Je sais que Sens, par exemple. D'ailleurs, ça peut être un peu un obstacle, c'est qu'il faut connaître l'univers pour commencer, une bonne partie de l'univers, pas mal d'informations avant de commencer à jouer. Alors qu'un jeu comme Donjons et Dragons, les joueurs sont pratiquement extérieurs à l'univers. C'est censé être des héros, ils passent leur temps à piller, à faire des conneries. Ils connaissent pas l'univers avant d'arriver au point précis où ils sont. Ils découvrent une ville. Le MJ l'écrit, ils en ont a priori, les personnages en ont jamais entendu parler, alors que c'est une ville très importante, par exemple. Ouais. Les joueurs sont pas mal extérieurs à l'univers, en tout cas au début. Est-ce que tu opposerais justement, est-ce que tu dirais qu'un personnage évolue dans un univers? Toi? Oui, je pense, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que la définition que nous en a donné Lionel, c'est pas ça. C'est l'univers au sens où là, le personnage fait partie de l'univers dans la mesure où l'univers est imaginaire, il est partagé par l'ensemble des joueurs autour de la table. Je me trompe? Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Alors que lui, il a une vision jeu vidéo physicaliste de l'univers. C'est-à-dire au sens où l'univers, c'est tout ce qui a été fait par les programmeurs. Et puis dessus, on a rajouté un personnage qui a ses propres moteurs d'animation, etc. et qui se déplace dedans. Tu vois un petit peu? Et du coup, il y a des interactions avec l'univers. Tu vois, on a déjà deux définitions différentes là, en fait. C'est pas les mêmes. Ouais, Chatarian, d'abord, un petit tour de table. Est-ce que t'as alors? Donc ça, pour moi, l'univers, c'est la première personne qui va en prendre connaissance dans n'importe quel jeu de rôle. C'est toujours le maître du jeu qui la première fois va commencer à conquérir l'univers et donc va le créer. Les joueurs vont atterrir sur cet univers avec leur fiche de perso, leur manière de penser, leur envie, de ce qu'ils ont envie de jouer, et ils vont s'accaparer des petites parts d'univers, les personnages. Et via ça, ils vont peu à peu modifier l'univers, et l'univers va les modifier justement pour faire évoluer leur personnage. Ouais, voilà, ça. Il y a des interactions. Comment dire, c'est une espèce de ronde et tout. Ils évoluent. Moi, je trouve très intéressant cet aspect interaction. Ouais, c'est clair. Je peux juste prendre ma définition dans ce sens. Je précise bien dans ce sens parce qu'en fait, je pense que la différence. Moi, en tout cas, je conçois pas un univers en dehors du propos défendu par le jeu, donc je vais parler vraiment de sens. Dans ce sens, il y a trois univers. Il y a l'univers pensé par le personnage, c'est-à-dire la manière dont le joueur, excusez-moi, je me trompe toujours, je fais toujours la confusion. Le joueur imagine l'univers tel que le joueur se l'imagine. Il y a l'univers tel que le MJ se l'imagine, dans ce sens, donc sachant que lui, il a lu les livres en plus. Et donc déjà, il y a ces deux-là qui sont en confrontation. C'est la première, c'est Sens contre les cellulis, si j'ose dire. L'aiguilleur contre les cellulis. Et puis, il y a une troisième conception de l'univers. C'est ce qui se dégage, en gros, de la synthèse de tout ça. Et ça, personne ne peut savoir vraiment ce que c'est. C'est peut-être un spectateur qui regarderait la partie, éventuellement, pourrait, etc. On sait pas très bien. Et ça, voilà, moi, j'ai ces trois niveaux-là, en fait. Alors ouais, moi je voudrais revenir. En fait, pour moi, Sens, il synthétise bien un truc qui a, on va dire, faut prendre l'exemple des jeux classiques parce qu'on va pas partir dans des détails trop, dans des cas par cas. Mais pour moi, quand tu commences à rédiger ta fiche de perso, tu changes déjà l'univers. Et Sens, il synthétise ça parce que dans Sens, il y a que les bugs qui changent l'univers. Ouais. Sinon, le reste c'est figé. Ouais, non mais c'est. Et oui, mais les joueurs ne changent que l'univers à proximité de leur corps, si je veux dire. C'est comme une volonté. Non, mais les bugs changent l'univers. Clairement dans la fiction. Et du coup, pour moi, t'as synthétisé ce que faisaient les jeux de rôle classiques qui disaient en fait. Mon but, c'était ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'as vraiment résumé. Enfin, t'as expliqué en gros comment les jeux de rôle classiques fonctionnaient, quoi. Chatarian. Pour moi, il y a vraiment deux sortes de personnages. Il y a les personnages qui vont être des héros et les personnages plus normaux qui vont être en fait des maillons de l'univers, qui vont être des composants de l'univers. Les personnages héros, comme dans Sens ou des fois dans par exemple Sion, ils vont être plus. Non, c'est bon, on n'entend pas. Ils vont être
ils vont être plus extérieurs à cet univers. Ils vont vraiment être au-dessus, en train de le modifier. Alors que quand c'est des maillons, ils vont agir avec l'univers. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a comme une espèce de niveau ontologique. Voilà. Dans un cas, on est un joueur qui joue avec l'univers un Puppet Master. Dans l'autre, on est plutôt on se plonge totalement dedans, comme un personnage, comme une réalité virtuelle. Enfin, qu'est-ce que tu dis, Gnome ? Je t'entends pas. Je disais un peu la différence entre la transcendance et l'immanence, non ? Une idée un peu comme ça. Tu peux nous l'expliquer, ça peut aider les créateurs d'avoir cette distinction-là. Bon, alors autant que je sais, ça date de mes cours de philosophie en terminale, mais bon. Donc en fait, on avait développé cette idée par rapport à Dieu. C'est une entité qui serait transcendante. Elle est en dehors de l'univers et elle la contemple. Donc ça, c'est le joueur quelque part. Voilà. Ouais. Voilà. En l'occurrence, exactement le joueur qui contemple l'univers de loin et qui agit dessus. Et immanent, c'est au sein de l'univers. Voilà. Il agit dedans, de l'intérieur. Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, les jeux positionnent le curseur plus ou moins transcendant, plus ou moins immanent. T'es plus ou moins à l'intérieur du jeu, plus ou moins à l'extérieur. Par exemple, un jeu comme Prosopopée propose une expérience, pour moi, plus... Alors, Fred me tuerait, je pense. Ben, vas-y. Je pense que justement, on est un peu... En tant que joueur, on est un peu à l'extérieur. Ouais, mais non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, je peux pas le dire, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est le fait qu'on soit justement à l'extérieur, en train de manipuler la fiction dans Prosopopée, qui fait qu'on est à l'intérieur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est vachement compliqué. Je sais pas si cette distinction peut tenir dans le jeu de rôle. Peut-être pour des jeux plus classiques. Peut-être pour des jeux plus classiques. Par exemple, Cthulhu. On joue une personne ordinaire qui est témoin d'événements absolument terribles et il a pas de prise vu que la base un peu le philosophique on va dire de l'univers de Lovecraft c'est l'homme n'est rien et la civilisation humaine n'est rien. Absolument. Et ça justement c'est un truc à réfléchir quand on est jeune créateur de savoir où est-ce qu'on positionne le curseur par rapport à l'immanence et à la transcendance du joueur et du personnage. Saltlone, tu voulais Moi c'est ta distinction là que j'ai pas je veux dire tu disais qu'en gros dans un jeu plus on est héroïque, plus on a de prise sur l'univers. C'est ça un peu ? Chatarian ? Attends. Non, plus tu es étranger à l'univers. C'est ça. D'accord, donc plus t'es un personnage particulier dans cet univers, c'est ça ou ? Oui. Alors moi je suis pas d'accord. Parce que moi je suis pas d'accord à ce moment-là. Parce que Monsieur Durand RPG, le moment où je crée mon Monsieur Durand, du coup je crée un truc dans l'univers tout autant que si je crée un super héros ou dans un jeu, je sais pas, épique. Moi j'ai envie de te dire, Chatarian, que la définition même qu'on donne du héros, c'est celui qui va changer l'univers. Le héros, c'est ça. L'anti-héros subit plus. Mais le héros, en soi, c'est celui qui va totalement alors dans ce sens, on est quoi ? Bouleverser l'univers. Vous êtes des héros. Oui, mais les deux... C'est le moins on qu'on subit puisse dire. l'univers quand même. Ouais, mais non, vous lui pétez. Plus ça va, plus vous avancez, plus vous en comprenez la cohérence et plus vous avez de prise sur lui. Dans tous les cas, le personnage va changer l'univers, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Le héros, il va vraiment être extérieur à l'univers. Il va le tirer dans les sens, dans tous les sens. Alors que quand il départ, comme dans d'autres jeux de rôle plus médiéval où tu commences très bas, tu vas être plus un maillon. Tu vas venir du bas de l'échelle, disons, et tu vas remonter l'échelle en remontant l'univers, et tu vas le changer de la base, car tu es une petite partie de l'univers. Bon. Je pense qu'on peut laisser là ce débat, on a déjà bien dégrossi. C'est intéressant de voir comment on positionne le personnage par rapport à l'univers, c'est clair. Alors, pour résumer en gros ce qu'on a dit pour le petit créateur là derrière son petit PC, on dirait quoi ? On dirait alors déjà bien réfléchir aux propos de son jeu avant même de penser son univers. Réfléchir à ce qu'on entend par univers. Est-ce que c'est une physique au sens du jeu vidéo je sais pas, ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose de malaxable par tous ? L'autorité, en fait, comment on va partager l'autorité sur cet univers ? Moi, je crois. Au niveau de l'écriture, ne pas. Pardon, excuse, je termine juste. Oui. Et au niveau de l'écriture, ne pas sacrifier à l'accessibilité ce qu'on a envie de faire. Et puis ensuite, comment faire des problèmes et sous-entendre des problématiques dans l'univers. Là, surtout, laisser les personnages et les joueurs avoir des prises sur l'univers. Il y a une question qu'on se pose pas assez quand on crée un jeu de rôle que je m'étais pas posé au début que j'ai commencé ce jeu, c'est pourquoi on le crée. Ouais. Autant pour l'univers que pour le jeu en général, mais pourquoi on fait cet univers-là ? D'accord. C'est pas que parce que ça nous plaît. Lionel, tu voulais dire ? Moi, j'aimerais surtout dire, on a fait des grandes théories, etc. Mais moi, je vais surtout dire, créer un univers.
créer un jeu de rôle et puis ben s'il est pas parfait, ben c'est pas grave. Et toi t'as précisé aussi tester. Tester, c'est très important. Etc. On ne cesse de jouer, faites des démiurges en herbe. Aller sur Silent Drift. Non, mais voilà. De toute façon, vous allez pas. Autopromo. De toute façon, vous allez pas. Il y a personne qui réussit à plein son premier jet. Non. Faut se lancer. C'est pas si terrible que ça. Faut se casser la gueule. Si vous en avez trop écrit ou pas assez, c'est pas grave. Vous reprenez votre copie ou bien vous en faites un autre. C'est pas c'est pas si terrible que ça. Non. Mais voilà, je voulais juste dédramatiser aussi. Hein. Moi, alors. Gnome, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais dire que peut-être dans la première moitié du podcast, on était peut-être un peu vite sur comment est-ce qu'on écrit l'univers. Ouais, oui, c'est vrai comment Alors, j'ai envie de dire que c'est vachement dépendant de comment. Par exemple, j'ai des conseils à te donner pour toi, pour le cas précis. Oui. Si tu veux. On pourra en discuter après, je pense. Non, mais même au micro, pourquoi pas. Moi, je pense que tu devrais t'inspirer du jeu vidéo. Parler carrément, pourquoi pas parler de programmes. D'options, de menus dans lequel on peut mettre en easy, en hard, certains trucs, essayer de proposer un panel, par exemple, ou de couleurs. Dire, bon là, par exemple, tu vas avoir un joueur qui va dire, il y a un arbre, et puis un joueur à côté qui va dire, qui va choisir la couleur, tu vois, comme un outil, une espèce de sélection. Pourquoi pas voilà. Joue à Parsley Games. Non, Parsley c'est trop. Non, je sais, mais c'est pas. Je pense que ça correspond pas vraiment. Je sais, mais c'est le seul exemple qui m'est venu. Oui, de jeux vidéo comme ça. En tout cas, il faut une toolbox pour tes joueurs. En tout cas, pour ce qui est de comment est-ce qu'on écrit un univers figé, on va dire, fixe, relativement classique. Je pense qu'il faut toujours commencer par donner l'intention, une note d'intention. Qui va forcément orienter toute la lecture. Génial, super conseil. Ouais, exactement. Peu importe de savoir à la limite à la base si c'est de la Renaissance ou si c'est du médiéval, de l'Antiquité, du moderne, du futuriste, peu importe. Tu dirais à Soulclone d'écrire au début de son jeu, tu lui dirais écris par l'univers de ce jeu, j'ai voulu que surviennent des problématiques écologiques, etc. Tu lui dirais d'écrire ça au début ou en tout cas si moi je suis d'accord avec lui. S'il veut s'il veut en tout cas que le MJ même que la personne qui lise se rende pas tout de suite compte que ça parle d'écologie, il pourra dire ça parle de la beauté de la nature et ensuite c'est pas grave. Plus tard ça va amener la problématique, mais en tout cas au premier abord, qu'est-ce que les gens doivent percevoir. Ensuite, donc par exemple, je veux un jeu qui soit très politique, centré sur des intrigues politiques. Ensuite, je vais dire dans quel cadre. Je vais donner peut-être des références d'univers réel, c'est encore le plus simple. Si c'est un jeu qui aurait un cadre relativement réaliste, crédible, ou alors si c'est onirique, peut-être placer le curseur du réalisme vers l'onirisme. Ensuite, donner et aller de plus en plus vers des éléments spécifiques. Mais en tout cas, peut-être jamais. Je pense pas qu'un atlas ce soit une bonne idée. Un atlas complet qui décrive chaque lieu. Ouais. Le guide du routard. Mais donner quelques. Du rôliste routard, non. Mais essayer de donner juste les exemples les plus significatifs. D'accord. Je reprends mon exemple d'intrigue politique. On va donner un exemple d'un personnage très influent. Et est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un gros salaud? Donner un exemple de personnage peut-être qui soit naïf et manipulé. Peut-être qu'une personne qui a pas de pouvoir sur le papier, qui va avoir beaucoup d'influence parce qu'il est intelligent. Donner comme ça des exemples significatifs de choses qui sont. En même temps que tu exprimes l'histoire de la note d'intention et la façon dont toi tu décrirais l'univers, il y a un truc essentiel qui me vient qu'on a oublié de préciser, c'est de citer ses sources d'inspiration. C'est tout bête comme truc, mais c'est fondamental. Je sais pas ce que t'en penses, non, mais d'autant qu'on parle d'univers imaginé commun, il faut forcément avoir des références communes pour se retrouver, effectivement. Autant pour une BD, on peut créer des choses. Enfin, je prends la BD par exemple. J'aime beaucoup les BD de Métal Hurlant. Je découvre ça. C'est créer des choses vraiment très nouvelles, très novatrices, complètement tarées et influencées par les œuvres psychédéliques. Là, il crée quelque chose de nouveau. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas forcément d'univers commun. On découvre quelque chose de neuf. D'accord. Pour un jeu de rôle, effectivement, c'est plus dur de créer quelque chose de neuf. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est peut-être là en fait où justement mon idée de jeu de rôle, dans mon idée, ça permettrait de créer des choses neuves parce que, c'est le cas aussi de prosopopée, remarquez, parce que chacun amène sa petite touche.
personnel. Il n'y a pas besoin de quelque chose de commun à la base. C'est chacun amène ses références. Et les autres rebondissent dessus. Tu vas en chier pour ton jeu, parce que là c'est ambitieux. Là t'es ambitieux là. Hein. T'as conscience de ça? C'est justement, j'ai été déçu par des jeux comme Sport et autres parce que il y a ou même Minecraft, des choses comme ça, parce que ça propose de créer quelque chose. Mais l'outil informatique fait qu'on peut jamais aller aussi loin qu'on voudrait. Dans Minecraft, il y a tellement de choses qui surviennent sur le gameplay original que c'est incroyable. Le gameplay émergent dans Minecraft, il est juste merveilleux, quoi. Et c'est très riche, mais le fait même qu'il y ait cette richesse, c'est que on est emballé. Et dès qu'on arrive aux limites, on est extrêmement déçu parce qu'on a entrevu des possibilités immenses. Ouais. Moi j'ai 2 choses à dire. Va sur Silent Drift d'abord. Je suis inscrit. Il est inscrit. Voilà, et ensuite Metal Hurlant, c'est des choses nouvelles qui ont 30 ou 40 ans. C'était nouveau à l'époque et on n'en a pas encore suffisamment tiré parti, notamment au cinéma, dans les séries. Il y a un projet de série qui a été ça va sortir là sur France 4. Je fais là un peu de pub. Non mais les BD maintenant, il y a eu quand même des BD qui ont pris ça en compte quand même, qui ont encore je suis conscient, la BD est très avant-gardiste, mais le reste de la création, en tout cas en France, a pas suffisamment pris le relais. Il y a eu aux États-Unis, ça a donné Alien parce qu'il y avait Giger et Moebius, ça a donné Star Wars parce que c'était basé sur les concepts de Dune, justement, de Giger et Moebius. C'est Dune, le film, c'est jamais fait. Beaucoup de choses, quoi. Mais bon, je m'égare. En tout cas, merci à toi Gnome d'avoir amené ce sujet de podcast. Merci à toi Soulclone d'avoir amené. Merci en fait, à toi, les deux sujets, il me semble, sont liés, comme les maillons d'une chaîne. Comment on écrit l'univers et quelles problématiques on veut y aborder, ça me semble être lié. Mais oui, essentiel. C'est très enrichissant pour moi. Voilà. Donc merci à vous deux. Merci à toi Lionel de venir de si loin. Mais je suis rassuré de voir qu'on sur Silent Drift, sur la cellule, on m'en veut pas d'avoir trahi l'indépendance. Bien sûr que non. Mais je t'embête. Tu fais ce que tu veux, Lionel. D'ailleurs, j'attends toujours le one shot romance érotique. Alors on a un gros problème sur ce one shot, juste 30 secondes quoi. C'est que comme on doit le faire à 2. On est un peu gêné parce que du coup il y a Thomas Poussou qui va regarder Flavie et moi y jouer. Ouais, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Donc, je sais pas trop comment on va faire pour. Fin de la parenthèse. Allez, on va laisser nos auditeurs en discuter de ça en off parce que toi je te connais, tu vas encore m'embarquer dans un truc. Allez, à bientôt tout le monde. Merci à vous deux d'avoir proposé ce jeu-là. Merci à vous tous de les avoir suivis. À bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.